Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de débrief. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va débriefer l'actualité digitale avec 3 sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On commence sans plus attendre avec le premier sujet, c'est la CNIL qui revient à la charge. Exactement. Déjà, bonjour à tous. La CNIL a publié hier, quand on enregistre, sa recommandation finale sur les pixels de tracking dans les emails. Alors c'est quelque chose qui peut paraître un peu stressant pour certains. Et en fait, l'idée c'est de considérer les pixels de tracking, donc c'est les petits pixels qu'on met dans les emails pour pouvoir mesurer le taux d'ouverture, les clics, etc. Et de rendre ça interdit. Interdit. Oui, parce que par rapport au site web, alors on est en plein dans le 2018 revival de l'époque RGPD, c'est très codifié sur les sites. Aujourd'hui, on peut pas traquer n'importe comment. On est obligé d'avoir un bandeau où la personne accepte certains cookies ou peut accepter tous les cookies ou tout refuser. On n'a pas la possibilité de le faire sur les emails. Pourtant, la loi l'impose en fait, et maintenant la CNIL va donner des délais, c'est ça? Effectivement, en fait, c'est pas une loi qui sort de nulle. D'ailleurs, c'est pas une loi vraiment. C'est pas une loi qui sort de nulle part. C'est juste l'application de la loi de la réglementation. Donc c'est pas une nouvelle règle. C'est simplement à l'appliquer aujourd'hui, et l'application rentre en vigueur dans 3 mois. Ce qui laisse peu de temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre de pixels de tracking sur les emails. Quelles sont les conséquences? Il y a pas mal de conséquences, mais déjà, en fait, ce qu'il faut bien dire, c'est que ça ne change pas fondamentalement les choses, puisque les datas qu'on utilisait avant étaient déjà bancales. Pourquoi? Parce que Apple a sorti il y a quelques années maintenant l'Apple Mail Privacy Protection, en bon anglais, qui en fait fait que tous les possesseurs d'un iPhone, par exemple, dès qu'ils reçoivent un mail, l'iPhone va automatiquement l'ouvrir, vérifier et après l'afficher. Ça veut dire qu'en fait, les taux d'ouverture sont complètement biaisés. Donc la data que tout le monde utilise, le taux d'ouverture, c'est quand même la data taux principale. D'ouverture, taux de clic, voilà. Mais avant le taux de clic, il y a le taux d'ouverture, c'est déjà faux, puisqu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs Apple, et donc du coup, déjà la data était bancale. Ouais. Ça va pas révolutionner les choses. Mais là, ça va révolutionner les choses sur un autre point. On perd cet indicateur de taux d'ouverture, qui était déjà pas fiable, et surtout, on va devoir demander aux utilisateurs leur accord sur l'utilisation d'un pixel de tracking. Donc ça veut dire que l'opt-in qui était utilisé avant, tout le monde peut se dire ça nous protégeait, il n'y a pas de problème, nous on est nickel. En fait non, va falloir revoir les choses. Ça va avoir beaucoup d'impact sur tous les formulaires qui demandent des emails pour pouvoir l'utiliser après dans des scénarios de nurturing. Donc ça veut dire que toutes les directions marketing vont devoir regarder en profondeur tout leur process de formulaire, toutes les landing pages, tout ce qui prend en compte les emails. Aujourd'hui, quel est le process pour les marques ou les entreprises qui sont confrontées à ça? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Il va falloir demander l'autorisation, donc ça c'est fondamental. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que puisqu'on aura plus ce pixel de tracking, les datas vont s'effondrer. Donc ça veut dire que les directions marketing face aux directions générales, elles vont devoir montrer des dashboards avec une chute potentiellement vertigineuse. Il y a le côté data. Moi, je vois un autre côté qui est peut-être encore plus inquiétant. C'est le côté nurturing. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le nurturing, les outils de marketing automation, c'est des outils qui vont, en fonction d'un comportement qui a été traqué, prévoir l'envoi de mails de manière automatisée, de manière scénarisée. Si on perd le tracking, ce process-là ne peut plus se faire. Exactement. Et donc, les techniques de tracking qui permettaient d'individualiser, de personnaliser à fond les parcours, on ne va pas plus pouvoir le faire, et ça, c'est quand même très, très gênant. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on va utiliser du coup ? J'imagine qu'il y a 2 lettres. Il y a 2 lettres, effectivement, et effectivement, l'IA va forcément rentrer dans le game très très vite. C'est déjà le cas aujourd'hui. Oui. Mais là, puisqu'on n'aura plus de pixels de tracking, on va vraiment pouvoir utiliser l'IA, et pour le coup, c'est pas à côté de la plaque, pour une fois, pour pouvoir analyser justement tous les comportements, à la fois sur le site, à la fois sur les réseaux sociaux, pour pouvoir croiser toutes ces données et avoir enfin des données beaucoup plus fiables, notamment comportementales. Donc ça, on est au tout début de cette révolution-là avec l'IA. Sachez qu'il y a des transformations qui vont arriver très vite du point de vue des emails, qu'il faut prendre des précautions assez vite parce que 3 mois, ça passe très vite.
Et si vous basiez tout votre modèle de croissance de les générations de leads sur du nurturing, va falloir vraiment le repenser assez rapidement. On passe au deuxième sujet. Allez, c'est parti. C'est un sujet assez rapide, mais je voulais en parler. On va reparler d'IA encore. C'est un peu le sujet fil rouge de tous les débriefs. Ouais, en ce moment, oui, c'est difficile de passer à côté. Alors, je voulais parler de l'AI Brain Fry, parce que j'ai lu un article sur ce sujet-là. Alors, le AI Brain Fry, c'est le cerveau grillé par l'IA. Alors, le cerveau des humains, pas ni de Claude, ni de ChatGPT. Ce que remarquent pas mal de psychologues et de psychologues d'entreprise notamment, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a l'IA, on pourrait dire que ça nous allège une certaine partie du travail. Et en fait, c'est pas tout à fait le cas. En fait, l'IA accélère énormément les process et fait que beaucoup de gens traitent énormément de sujets beaucoup plus vite. Et donc, ça crée une fatigue psychologique extrêmement forte et que paradoxalement, ça peut créer des burn-out parce qu'on traite beaucoup plus de sujets. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire attention à ça, de dire que oui, l'IA, c'est génial parce qu'on peut traiter énormément de choses très, très vite, mais que ça peut créer une très, très grande fatigue chez les gens. Donc en fait, ça augmente la charge mentale finalement. Ça augmente la charge mentale alors que c'était censé la diminuer. Exactement, je comprends. Et que c'est un peu contre-intuitif, mais c'est quelque chose qu'on ressent. En tout cas, moi, à titre personnel, je le vois quand on utilise beaucoup les IA, même dans notre activité, ça nous pousse en termes de delivery à aller beaucoup plus vite. Alors, c'est super, ça permet d'aller vite, donc de gagner du temps, d'augmenter une rentabilité, d'avoir des projets qui vont beaucoup plus vite, de diminuer les plannings. Mais en fait, notre cerveau, il reste le même et il traite les informations à notre rythme. Et donc, le fait de recevoir énormément d'informations comme ça, ça peut être très négatif pour le cerveau. Et du coup, il faut y faire attention. Et comment on s'y protège du coup ? J'ai pas forcément de solution, mais voilà, c'est un sujet qui monte. L'IA est arrivée tellement vite dans notre quotidien qu'on n'a pas vraiment eu le temps de prendre du recul, de s'habituer et de trouver des méthodes de travail qui nous permettent de nous protéger et protéger notre cerveau. Il n'y a que le temps qui va pouvoir aider et potentiellement le fait que les entreprises prennent le sujet à cœur au niveau de la gouvernance, ça peut potentiellement aider. Mais il y a plein d'autres sujets d'utilisation de l'IA au niveau sécurité, au niveau de gouvernance de données, etc. Donc ouais. en fait, c'est un sujet qui doit rentrer dans ce gros sujet de la gouvernance de l'IA au sein des entreprises. Exactement. Je pense que ça va être de plus en plus pris en compte parce que s'il y a des articles comme ça qui sortent, c'est que aussi il y a des effets qui sont observés. On passe à notre dernière partie, toujours le quick win habituel. Ce mois-ci, on voulait vous parler d'un cas qu'on voit tout le temps chez les éditeurs, les ESN, les boîtes B2B, tech déjà bien installées. Il y a du marketing, il y a des sales, il y a des efforts, du temps, de l'argent investi. Et pourtant, le pipeline n'avance pas comme il devrait. Oui, ou alors il avance avec des cycles qui s'allongent, des mauvaises cibles, ou alors même, et ça on le voit souvent, des tensions qui montent entre les équipes, puisque on a le marketing qui va pousser, les sales qui vont essayer de challenger la qualité du pipe, et une direction générale qui, pour le coup des fois, c'est plus trop sur quel pied danser et qui écouter. En fait, ce qu'on observe, c'est que les priorités sont toutes différentes entre ces trois entités. Donc tout le monde bosse avec sans une véritable boussole commune. En fait. Les directions marketing et les sales n'ont pas forcément les mêmes définitions, ce qui peut poser de vrais problèmes. On voit une partie du problème et le système, lui, il reste bancal. Quoi. Oui, exactement. C'est pour ça que nous, on a réfléchi à un dispositif d'accompagnement qu'on a appelé Brand to Business. C'est pas du tout un audit marketing, c'est vraiment 45 jours pour permettre d'aligner sales, marketing et direction générale autour d'un projet commun qui est la croissance de l'entreprise. Donc on vient aider la direction générale à prendre les bonnes décisions, ça en 45 jours. Donc comment ça se passe ces 45 jours ? Alors concrètement, on met autour de la table direction générale, direction marketing et direction sales. On pose tous les sujets, il n'y a pas de sujet tabou, jamais. On définit ce que c'est qu'un bon lead, on définit les objectifs de croissance, on parle de budget. L'allocation des budgets, c'est quelque chose qui est essentiel. Le but de ce workshop, c'est d'arriver à créer des points communs entre ces trois entités qui souvent
ont du mal à se parler et de se fixer des objectifs à 10 mois, voire 12 mois, qui peuvent être suivis avec des vrais KPI et des arbitrages qui soient clairs et qui soient pensés dans le temps. Pour postuler à cette offre, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est très simple. On va mettre un lien sous la vidéo pour que vous puissiez découvrir l'offre et puis surtout, si ça vous parle, on s'en parle justement pour comprendre un peu les problématiques et voir comment on pourrait vous aider à améliorer tout ça. Bah, merci François. N'hésitez pas du coup à aller regarder le lien en commentaire et on se donne rendez-vous pour un prochain débrief dans un mois. Ah ben avec plaisir. Super.